Jérémy fait une pause à l'entrée animée du Glamour Green Ranch Casino, le cœur battant sauvagement. Les néons se reflètent sur les sols de marbre polis, et le bavardage lointain des joueurs crée un arrière-plan tendu. Il serre fermement 3 jetons contrefaits dans sa paume moite à l'intérieur de la poche de sa veste, ses yeux scrutant avec suspicion les agents de sécurité du casino près de la porte. Il prend une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs, et avance dans la salle de jeu brillamment éclairée. Les yeux de Jérémy parcourent anxieusement la zone, notant chaque caméra de sécurité et chaque garde. Il s'approche du comptoir de caisse occupé, les muscles tendus, la mâchoire serrée. Avec une nonchalance pratiquée, il fait glisser les 3 jetons sur le comptoir. La caissière ramasse les jetons, s'arrêtant momentanément pour les inspecter. Jérémy retient son souffle, les doigts tremblant légèrement, prêt à fuir au moindre signe de suspicion. Après ce qui semble une éternité, la caissière hoche la tête avec désinvolture, faisant glisser 3 billets de 100 $ croustillants sous la cloison de verre. Jérémy pousse un soupir silencieux, empochant rapidement l'argent, et se détourne avant que ses nerfs ne le trahissent. Jérémy se précipite à travers les portes du casino, courant presque jusqu'à la voiture garée de Morikawa. Il ouvre la portière passager et saute à l'intérieur. Jérémy. Roule. Va maintenant. Morikawa appuie sur l'accélérateur, les pneus crissent alors qu'ils sortent du parking à toute vitesse. Morikawa, t'ont-ils repéré? Jérémy sourit largement, sortant l'argent. Jérémy, ils ont mordu à l'hameçon. Morikawa rit d'incrédulité et de soulagement, leur excitation palpable alors qu'ils disparaissent dans la lueur néon de Las Vegas. Notre histoire d'aujourd'hui parle de jeu. Bien sûr, le jeu est l'un de ces domaines qui est fortement associé au mal pur. C'est parce que les casinos et leurs propriétaires n'ont qu'un seul objectif dans la vie: gagner autant d'argent que possible en détruisant la vie des gens. Alors, honnêtement, quand quelqu'un arrive et essaie de les voler, de les tromper ou de les arnaquer, on a envie de l'encourager. Même si vous savez que cette personne va définitivement rencontrer de sérieux problèmes. Et c'est exactement qui nous allons rencontrer dans l'histoire d'aujourd'hui. Un homme nommé Eric Morikawa, un Américain d'origine japonaise. En 2000, Morikawa a déménagé à Las Vegas. Maintenant, Las Vegas est bien connue comme la capitale du jeu de l'Amérique. Certains disent même que c'est la capitale du jeu du monde. Mais Morikawa n'a pas déménagé là-bas pour se lancer dans le jeu. Il a déménagé à Vegas pour travailler dans la construction. Il était constructeur de métier. Et à cette époque, en 2000, les hôtels, casinos et attractions touristiques de la ville s'étendaient rapidement. Il y avait donc des tonnes d'opportunités dans la construction. Avec l'essor de la demande, Morikawa a lancé sa propre petite entreprise de sous-traitance. Il a commencé à embaucher des ouvriers et à prendre des projets, certains petits, certains grands. Un jour, après une longue journée épuisante au travail, Morikawa est allé dans une salle de jeu pour se détendre et jouer au billard et au snooker. Là, il a rencontré un homme nommé Jeremy Lewis. Ils ont commencé à discuter et Morikawa a découvert que Jeremy cherchait du travail. Mais son casier judiciaire le retenait. Tout employeur qui ferait une vérification d'antécédents verrait instantanément son histoire, des accusations liées à la drogue, de la contrefaçon, et qu'il avait même été arrêté plusieurs fois. Alors personne ne voulait l'embaucher, même pour des emplois difficiles avec un salaire bas. Jérémy a raconté à Morikawa toutes ses difficultés financières. Il essayait de trouver un emploi, mais n'avait aucune chance et a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi, juste pour gagner sa vie. Morikawa, qui avait sa propre petite entreprise de sous-traitance, a senti que Jérémy était motivé et voulait vraiment travailler. Alors peut-être pourrait-il l'aider. Il a parlé à Jérémy de son entreprise et qu'il cherchait des ouvriers. Il a proposé de le former et de lui donner un emploi,
Tout ce que Jérémie avait à faire en retour était de faire des efforts et de travailler dur. Jérémie était ravi et a immédiatement accepté. Il a promis d'être à la hauteur des attentes de Morikawa. Et il l'a fait. Jérémie a commencé à travailler dans l'entreprise de Morikawa et s'est avéré être travailleur. L'entreprise a grandi, la compagnie s'est étendue et Morikawa et Jérémie sont devenus des amis proches. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années et tout allait très bien, jusqu'en 2004. Cette année-là, tout a changé. Le marché de la construction et de l'immobilier à Las Vegas a subi un coup dur. La demande a soudainement chuté et de nombreuses entreprises de sous-traitance ont commencé à avoir des difficultés ou à fermer, y compris celle de Morikawa. Ils pouvaient à peine trouver assez de travail pour couvrir leurs dépenses et soutenir leur famille. Ils ont dû compter sur des prêts et des dettes, et ont même commencé à prendre des emplois loin de leur région. En gros, ils poursuivaient tout travail qu'ils pouvaient trouver. Un jour, quand Morikawa revenait du travail avec Jérémie, ils roulaient dans la rue quand ils ont vu un panneau publicitaire pour l'un des casinos de Las Vegas. Le panneau disait « Êtes-vous prêt à gagner gros ?» À côté du texte se trouvait un grand jeton rond avec 5 000 $ écrit dessus. Cette pièce ronde s'appelle un jeton et c'est la monnaie utilisée dans les casinos. Alors quand quelqu'un va dans un casino, il ne commence pas simplement à jouer avec son argent liquide ordinaire. D'abord, il doit l'échanger contre des jetons de casino. Ces jetons viennent en différentes dénominations. Il y a des jetons de 1 $, 5 $, 25 $, 100 $ et même des jetons valant des montants énormes comme 5 000 $. Le design de ces jetons varie d'un casino à l'autre. Chacun a son propre style et ses couleurs. Mais généralement, les jetons se ressemblent et ont la même sensation. Des disques ronds colorés avec la valeur imprimée dessus. Donc en gros, quand quelqu'un entre dans un casino, on s'attend à ce qu'il échange son argent contre des jetons, utilise les jetons pour jouer, et puis, avant de partir, qu'il ait gagné ou perdu, il doit échanger tous les jetons restants contre de l'argent réel. Ces jetons, d'ailleurs, sont fabriqués par des entreprises spécialisées, et le processus est gardé secret. Seules les personnes qui travaillent dans cette industrie sont censées savoir comment c'est fait. Quand Morikawa a vu le panneau avec le jeton géant dessus, il s'est tourné vers son ami Jérémie et a demandé « Penses-tu que faire un jeton comme ceux qu'ils utilisent dans les casinos serait difficile ?» Jérémie a réfléchi un peu et a dit « Je ne pense pas que ce serait si difficile. Je veux dire, c'est juste un disque en plastique avec des couleurs et un numéro dessus. À quoi penses-tu? As-tu quelque chose en tête ?» Morikawa a répondu « Mec, regarde la situation dans laquelle nous sommes. On peut à peine trouver du travail. On se noie dans les dettes à cause de cette crise. J'ai pensé à n'importe quel moyen par lequel nous pourrions réussir à gagner de l'argent. Parfois, j'ai ces idées qui semblent mauvaises, mais en même temps, j'ai envie de les essayer. » Dès que Jérémie a entendu cela, il a souri. Les souvenirs de son passé criminel sont immédiatement revenus. L'une des accusations pour lesquelles il avait été emprisonné était la contrefaçon. Il avait l'habitude de contrefaire des pièces d'identité et de la fausse monnaie. Alors maintenant, quand Morikawa a abordé le sujet, cela a ramené ses souvenirs et l'a excité. Il l'a regardé et a dit « Alors tu dis que tu veux qu'on essaie de faire des jetons comme ceux qu'ils utilisent dans les casinos ?» Morikawa a hésité un peu. Il avait toujours vécu comme un type honnête, gagnant son argent honnêtement par le travail dur. Mais puis, il a pensé à sa famille, ses enfants, et les dettes qui s'accumulaient sur lui. Il a écarté les bonnes pensées et a dit « Ces casinos et leurs propriétaires sont tous des escrocs et des voleurs de toute façon. Ils font leur profit en trompant les gens et en ruinant des vies. Ils méritent qu'on leur vole. Pourquoi pas ?» Et bien sûr, Jérémie l'a immédiatement encouragé et a dit « Je suis avec toi ». Jérémie, bien sûr, n'avait besoin d'aucune justification. Il était toujours prêt à basculer du côté obscur à tout moment. Mais Morikawa
avait besoin de se rationaliser cela. Il s'est convaincu qu'il serait une sorte de voleur honorable, un voleur qui vole d'autres voleurs, à savoir les casinos. Et c'est là que leur plan de contrefaire les jetons ronds de casino a commencé. La première chose qu'ils ont faite a été de visiter plusieurs casinos et d'acheter différents jetons avec différentes couleurs pour les étudier et examiner leurs propriétés. En tant que client ou joueur dans un casino, vous pouvez acheter des jetons et même les ramener chez vous. Mais ces jetons n'ont aucune valeur nulle part sauf au casino qui les a émis. Vous pouvez toujours retourner au casino plus tard et les échanger contre de l'argent. Morikawa et son pote Jérémy ont ramené les jetons dans leur atelier, qui était installé dans le garage de Morikawa. Ils ont commencé à examiner les jetons de près, forçant même certains à s'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et analyser les matériaux. Les jetons sont faits d'un mélange de plastique, sable, argile, céramique, acrylique et de petites quantités de métaux de terre rares. Ils sont fabriqués en utilisant une chaleur élevée et une pression intense pour atteindre leur forme finale. Bien sûr, ce processus nécessite des machines spécialisées qui coûtent des millions. La méthode exacte est un secret industriel bien gardé. Il y a une formule précise de matériaux, température et pression qui doit être suivie pour produire des jetons comme les vrais. Alors même si Morikawa et Jérémy ont découvert les matériaux, faire des jetons contrefaits convaincants serait presque impossible sans ces machines spécialisées et calibrage précis. Mais Morikawa était un artisan. Il travaillait dans la construction. Alors naturellement, il allait essayer. Ils ont mis la main sur certains des matériaux, comme le sable, l'argile et le plastique, et ont essayé de faire leurs propres jetons en utilisant des outils bon marché. Pour faire ressembler leurs jetons aux vrais, ils devaient obtenir le poids et la sensation juste. Les jetons de casino ont une sensation particulière, ni rugueuse ni lisse. S'ils ne pouvaient pas égaler cela, quiconque avec de l'expérience pourrait le dire juste en tenant les faux. Et effectivement, ils ont réussi à produire quelques jetons et ont même obtenu le poids et la sensation à la main assez proches de la vraie chose. De l'extérieur, ils ressemblaient à d'excellentes répliques. Mais il y avait un problème, le son que faisait le jeton. Un vrai jeton, quand vous le jetez par terre, fait un son plastique, comme s'il était creux à l'intérieur. In order to pass, the fake chips must have the same weight, feel, and the hollow sound that real chips make when they're dropped. Mais le faux jeton qu'ils ont fait émettait un son lourd, comme une pierre. The team do their own sound tests. This is the real chip, and this is the imposter. La différence était évidente. Même s'ils ont réussi le poids et la sensation, au moins selon Morikawa, le son les trahissait. Et c'était un gros problème. Cela signifiait que leur jeton n'allait jamais passer. Il n'y avait aucun moyen qu'ils trompent le personnel du casino avec cela. Morikawa et Jérémy ont continué à essayer de faire des jetons de casino, en utilisant différentes méthodes, mais rien ne semblait fonctionner. Après toutes leurs tentatives, ils ont abandonné. Ils ont réalisé qu'ils n'allaient tout simplement pas être capables de répliquer les jetons de casino à la main et devaient trouver une autre façon. La plupart des jetons qu'ils étudiaient venaient d'un casino appelé Green Ranch, qui est considéré comme l'un des plus anciens complexes de Las Vegas, un grand et célèbre hôtel et casino. Ils ont passé des heures et des jours à examiner et décomposer ces jetons pour comprendre comment ils étaient faits. Chaque dénomination de jetons avait une couleur différente. Par exemple, à droite, vous pouvez voir le jeton de $1, qui avait une couleur de base grise avec des rayures turquoises sur les côtés. À gauche, il y a le jeton de $100, qui avait aussi une base grise, mais avec des rayures noires à la place. Alors après avoir échoué à faire des répliques complètes de ces jetons, Morikawa a eu une idée différente. Pourquoi ne pas prendre le jeton de $1 et le transformer en jeton de $100? Après tout,
Les deux jetons étaient faits des mêmes matériaux, avaient le même poids, la même sensation, la même forme. Tout était identique, sauf la couleur et le numéro imprimé dessus. Alors il a pensé qu'il serait plus facile de juste changer le numéro et la couleur plutôt que de construire un jeton à partir de zéro. La première étape était de retirer le numéro imprimé sur le jeton, cette étiquette circulaire au centre qui disait $1. Ce cercle était fait de papier plastique brillant collé sur le jeton. La meilleure façon de l'enlever était d'appliquer de la chaleur. Après beaucoup d'essais et d'erreurs, ils ont trouvé que la meilleure méthode était de faire bouillir le jeton dans l'eau. Avec le temps, le cercle central se détacherait sans endommager le jeton lui-même. Cela leur donnait un jeton propre, original, qu'ils pouvaient maintenant modifier comme ils voulaient. L'étape suivante était d'imiter la couleur du jeton de $100. Ils sont allés dans des magasins de fournitures artistiques, ont acheté diverses peintures et ont commencé à les mélanger pour égaler la teinte exacte utilisée sur le jeton. Ce n'était pas facile. Cela a pris de nombreuses tentatives. Ils ont peint le jeton de $1 entièrement en gris, puis ont vérifié la couleur sous différents éclairages. Éclairage domestique, lumière du soleil, éclairage au flash. La nuance et la brillance devaient correspondre exactement. Même la couche de peinture devait être mince pour qu'elle ne crée pas une texture ou une accumulation notable. Ils ont utilisé de la peinture en spray pour une couche lisse et ont finalement obtenu un excellent résultat. Une fois qu'ils ont réussi la couleur grise de base, l'étape suivante était de répliquer les rayures latérales. Le moyen le plus facile était de couvrir les zones qu'ils ne voulaient pas peindre avec du ruban adhésif, vaporiser les zones exposées, puis retirer le ruban. Le résultat ressemblait beaucoup au jeton original de $100. Bien sûr, ce n'était pas une réplique parfaite à 100%. Il y avait quelques différences mineures, mais la personne moyenne ne le remarquerait pas. Maintenant que les couleurs étaient terminées, l'étape finale était de répliquer le cercle intérieur avec l'étiquette $100. C'était la partie la plus facile de tout le processus. Ils ont utilisé un scanner pour prendre une image du jeton original, l'ont téléchargé sur un ordinateur et l'ont imprimé. Mais ils ne l'ont pas imprimé sur du papier ordinaire. Ils ont utilisé du papier plastique brillant qui correspondait à l'apparence originale. Il était aussi un peu plus épais que le papier normal, et ils ont utilisé une couche mince de colle pour attacher la nouvelle étiquette au jeton. À la fin, ils avaient ce qui ressemblait à un jeton de $100 qui était visuellement identique au vrai. Ces jetons avaient une caractéristique de sécurité cachée. Quand ils étaient placés sous la lumière UV, une marque brillante apparaissait au centre en forme de chapeau de magicien. Morikawa a pris un stylo avec le même type d'encre invisible, de l'encre qui ne se montrait que sous la lumière UV, et a dessiné à la main un symbole qui ressemblait au chapeau du jeton original. L'emplacement de cette marque n'avait pas besoin d'être précis, puisqu'elle était placée au hasard sur les jetons authentiques. Et comme ça, le processus de contrefaçon était terminé. Ils avaient découvert comment faire des jetons qui ressemblaient exactement à la vraie chose. Au total, ils ont produit 3 faux jetons de $100. Morikawa et Jeremy ont décidé d'aller à ce casino appelé Green Ranch et tester si les faux jetons qu'ils avaient faits tromperaient réellement le personnel du casino ou non. Peu importe à quel point ils étaient confiants en leur travail, c'était encore une situation angoissante. Morikawa était trop lâche pour même essayer. Il savait qu'il ne pouvait pas mentir. S'il tentait, il paniquerait et se trahirait immédiatement. Mais d'un autre côté, son ami Jérémy, avec son passé criminel, était totalement prêt à prendre la mission et jouer le rôle. Alors Jérémy a pris les 3 faux jetons et est entré dans le casino. Il est allé directement à la caisse, les gens qui échangent l'argent contre des jetons. Avec une confiance totale, il leur a remis les 3 jetons. La caissière les a rapidement inspectés et lui a remis $300 en retour. Pour Jérémy, c'était peut-être les meilleurs $300 qu'il avait jamais gagnés de sa vie.
Il avait littéralement remis quelques morceaux de plastique et était reparti avec de l'argent réel. Pendant ce temps, Morikawa attendait Jérémy dans la voiture, nerveux et sur les nerfs. Soudain, Jérémy a ouvert la portière de la voiture et a sauté dedans, criant « Va, va !» Il continuait à regarder par-dessus son épaule comme si quelqu'un le poursuivait. L'anxiété de Morikawa a grimpé. Il a démarré le moteur et est sorti du parking du casino aussi vite qu'il pouvait. Une fois qu'ils ont atteint la route et ont senti que personne ne les suivait, Morikawa s'est tourné vers Jérémy, stressé, et a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ? T'ont-ils découvert ?» Mais avant qu'il puisse même finir la question, il a vu Jérémy tenant $300 et souriant. Instantanément, Morikawa a compris et ils ont tous les deux éclaté de rire. Morikawa et Jérémy étaient ravis, surtout puisqu'à cette époque, ils traversaient des circonstances financières vraiment difficiles. Dettes, manque de travail, stress d'argent constant. Portés par l'euphorie de ce moment, ils se sont précipités de retour à leur petit atelier dans le garage de Morikawa et se sont remis immédiatement à faire plus de jetons. Chacun d'eux pouvait faire un nouveau jeton en seulement 10 minutes. C'était si facile, mais bien sûr, ils savaient qu'ils avaient besoin de variété. Ils ne pouvaient pas continuer à cibler le même casino encore et encore, ou ils commenceraient à attirer l'attention. Les jetons de casino varient d'un endroit à l'autre. Bien qu'ils soient généralement de la même taille, poids et matériaux, les couleurs diffèrent. Alors Morikawa et Jérémy ont rassemblé toutes les peintures et teintures qu'ils pouvaient trouver et ont commencé à mélanger et expérimenter avec les couleurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent les teintes exactes. Le processus était similaire à ce qu'ils avaient fait avant, mais avec des motifs de couleurs différents et occasionnellement des détails supplémentaires, comme des paillettes sur certains jetons, qu'ils devaient aussi répliquer. Croyez-le ou non, ils ont finalement réussi à contrefaire des jetons de 8 des plus grands casinos de Las Vegas. Pas un seul casino majeur de Vegas n'était à l'abri d'eux. Se diversifier comme ça était essentiel pour garder les suspicions à distance. Mais même ça n'était pas assez. S'ils continuaient à encaisser de faux jetons sans vraiment jouer, tôt ou tard le personnel s'en apercevrait. Alors ils ont modifié leur stratégie. Au lieu d'aller directement à la caisse, ils ont commencé à utiliser les jetons pour jouer. Après tout, les jetons sont la monnaie du casino. Vous pouvez les utiliser à n'importe quelle table de jeu. Alors ils gagnaient et perdaient comme des joueurs normaux. Et au moment où ils allaient encaisser, il n'y aurait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Juste pour que vous sachiez, les casinos sont remplis de caméras de surveillance et ont des équipes entières dédiées à regarder ces flux et garder un œil sur les joueurs pour s'assurer que personne ne triche. Alors Morikawa et Jérémy devaient être très prudents pour éviter d'attirer l'attention. Une astuce intelligente qu'ils utilisaient était d'aller à une table de jeu, comme le blackjack, le poker ou quelque chose de similaire, où le croupier a une pile de jetons devant lui. Les joueurs peuvent acheter des jetons directement du croupier en leur donnant de l'argent. Pourquoi les casinos permettent-ils cela? C'est pour garder les joueurs accrochés. Si quelqu'un perd tous ses jetons, il n'a pas à marcher jusqu'à la caisse. Il peut juste donner de l'argent au croupier et continuer à jouer. Cela facilite pour le casino de les garder en train de jouer. Alors Morikawa et Jérémy achèteraient des jetons directement d'un croupier et joueraient un peu. Puis ils quitteraient le casino avec les vrais jetons, iraient à leur voiture dans le parking, loin de la surveillance, et les échangeraient avec leurs faux jetons. Après ça, ils retourneraient à l'intérieur et échangeraient les faux jetons contre de l'argent réel. De cette façon, s'ils se faisaient jamais prendre, ils pouvaient juste pointer vers la table où ils avaient acheté les jetons et dire « Nous avons eu ceci de ce croupier là-bas. Vérifiez les caméras si vous ne nous croyez pas. » C'était un mouvement intelligent pour s'assurer que même s'ils se faisaient attraper, ils ne pourraient pas être tenus responsables. Morikawa et Jérémy ont continué avec ce qu'ils faisaient. Chaque jour, ils contrefaisaient des jetons valant des milliers de dollars.
Et ils ne se sont pas contentés de la dénomination de 100 $. Parfois, ils contrefaisaient même des jetons de 500 $ et 1000 $. Imaginez juste, d'un seul jeton, un morceau de plastique, ils pouvaient faire 1000 $. L'argent continuait à couler dans leurs poches, et leur richesse continuait à croître et croître. Bien sûr, avec la richesse vient un changement de style de vie. La vie commence à devenir plus luxueuse, et les deux ont commencé à s'adonner aux désirs matériels. Morikawa était marié, et sa femme a rapidement remarqué le changement financier soudain. Son mari a commencé à l'emmener, elle et leur fille, dans des restaurants chics, lui achetant tous les vêtements qu'elle voulait. Tout ce qu'elle souhaitait, il le lui obtenait. Il ne luttait plus avec les dettes ou les factures de ménage. Il n'y a pas si longtemps, il s'en sortait à peine. Alors comment les choses ont-elles changé si drastiquement, si soudainement? Elle a commencé à le questionner. D'où venait cet argent? Mais Morikawa continuait à esquiver la question, lui disant qu'ils avaient trouvé de nouveaux clients au travail et signé de gros contrats de construction, et que les choses s'étaient améliorées pour leur entreprise. Il continuait à insister que l'argent venait de leur entreprise de sous-traitance. Morikawa avait le sentiment que sa femme était soupçonneuse, mais elle était aussi l'une des plus grandes bénéficiaires de cette richesse nouvellement trouvée. Elle a commencé à acheter les marques les plus chics, sacs à main et chaussures. Avec le temps, elle a arrêté de se soucier d'où venait l'argent, tant qu'elle en profitait. She was getting new purses, clothes. At one point, I counted 100 pairs of shoes in boxes in a closet. So, yeah, she was benefiting from it too. Les choses ont continué ainsi pendant 3 mois. Morikawa continuait à produire de faux jetons, et sa famille profitait de leur nouveau style de vie riche. Mais d'un autre côté, Jérémy a porté les choses à un tout autre niveau. Il plongea tête première dans ses désirs. Il louait des suites d'hôtels de luxe, chacune de la taille d'une maison. Par exemple, dans un hôtel bien connu de Las Vegas appelé The Riviera, il louait la plus grande suite pour jusqu'à 1000 $ par nuit. Jérémy passait tout son temps à faire la fête, boire, prendre de la drogue et s'entourer de femmes. Même Morikawa remarqua que chaque fois qu'il voyait Jérémy, ses yeux étaient rouges et entourés de cernes noires par manque de sommeil. Il était toujours défoncé ou saoul. Un jour, alors qu'il travaillait sur des jetons contrefaits, Morikawa entendit Jérémy parler fort au téléphone. On aurait dit qu'ils se disputaient, et d'après sa façon de parler, il était évident qu'il parlait à une femme. Et c'était clairement à propos d'argent. Jérémy disait des choses comme qu'il lui avait donné plus qu'elle ne méritait et qu'elle n'avait pas le droit de demander plus. Morikawa écoutait et était confus par ce qu'il entendait. Alors il se rapprocha de Jérémy pour comprendre ce qui se passait. Jérémy, toujours au téléphone, le referma brusquement et se tourna vers Morikawa en disant « J'ai merdé ». Morikawa demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jérémy répondit « J'ai rencontré cette fille, et maintenant elle menace de nous dénoncer à la police si je ne lui donne pas d'argent. » Choqué, Morikawa insista « Qu'est-ce que tu veux dire par nous dénoncer ?»« Qu'est-ce qu'elle sait ?» Jérémy baissa les yeux vers le sol comme un enfant pris en train de faire quelque chose de mal et admit « J'essayais de me rapprocher d'elle, alors. Je lui ai dit ce qu'on faisait. Je pensais qu'elle serait impressionnée. Mais maintenant, elle s'est retournée contre moi et exige de l'argent. » Morikawa n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Furieux, il dit « Tu lui as dit ça si facilement? Tu es fou? Même ma femme ne le sait pas. Et c'est ma femme. Et toi, tu vas le dire à une parfaite inconnue. À quoi tu pensais ?» Jérémy n'avait pas de réponse. Il fixait juste le sol en silence. Morikawa ne savait pas quoi faire. Alors il dit « Donne-moi le téléphone. Laisse-moi lui parler et découvrir ce qu'elle veut. » Au téléphone, la femme confirma tout à Morikawa. Elle dit « Je sais ce que vous deux faites. Si vous voulez que je me taise, payez-moi. » Maintenant, à cause de la stupidité de Jérémy,
Non seulement il s'était mis dans les ennuis, mais il avait entraîné son partenaire avec lui. Et ils étaient victimes de chantage. À ce moment-là, Morikawa ne voyait pas d'autre issue que de payer la femme pour qu'elle se taise. Alors ils lui donnèrent effectivement environ 10 000 $. Mais si l'affaire s'était arrêtée là, cela aurait été pour le mieux. Le problème était que Morikawa savait que cette femme deviendrait cupide et en demanderait plus. Et effectivement, quelques jours plus tard, elle revint et recommença à les faire chanter, exigeant une somme plus importante. Une fois de plus, Morikawa n'eut pas d'autre choix que de la payer. Mais cette fois, il lui fit très clairement comprendre que ce serait le dernier paiement. Peu importe les menaces qu'elle ferait, il ne lui donnerait plus un seul centime. Il lui dit que si elle les voyait céder chaque fois qu'elle demandait, ils finiraient comme des marionnettes entre ses mains. Elle continuerait à pousser et à exiger de plus en plus. Et apparemment, sa façon de gérer la situation fonctionna. Elle arrêta de les contacter pendant un moment et ne demanda rien d'autre. Alors Morikawa supposa qu'elle était satisfaite de l'argent qu'elle avait obtenu et qu'elle se tairait. Maintenant, lui et Jérémy pouvaient retourner se concentrer sur leur business. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Morikawa et Jérémy reprirent leur routine, forgeant un nouveau lot de jetons chaque jour et les échangeant contre de l'argent liquide. Puis, un jour, spécifiquement le 1er avril 2005, Morikawa entendit frapper à sa porte. Il l'ouvrit pour trouver un homme en costume. L'homme dit « L'homme était amical, souriant et très poli. » Morikawa dit « Mais alors que Morikawa tournait le dos pour aller chercher le ballon, l'homme le suivit à l'intérieur, l'attrapa soudainement par les mains et l'arrêta. Juste après ça, plus de personnes émergèrent des buissons et entrèrent dans la maison, tous armés et portant des armes. C'étaient des agents d'application de la loi d'une agence gouvernementale appelée le Gaming Control Board. Imaginez juste, dans un endroit comme Las Vegas, dans l'État du Nevada, ils ont en fait des agences gouvernementales entières qui se concentrent uniquement sur les crimes liés au jeu d'argent. C'est à quel point l'industrie du jeu est massive là-bas. Alors, voici ce qui s'est passé. La femme qui les faisait chanter n'aimait pas la façon dont Morikawa lui avait parlé quand il lui avait dit que c'était le paiement final et que peu importe combien elle les menaçait, elle n'obtiendrait plus un centime. Pour se venger, elle alla les dénoncer. Après qu'elle eut déposé le rapport, le Gaming Control Board lança une enquête. En utilisant les caméras de surveillance dans les casinos, ils furent capables de traquer Morikawa et son partenaire Jérémy, et ils réussirent à mettre la main sur certains des jetons contrefaits. Ils confirmèrent que les jetons étaient faux, et basés sur cela, ils furent capables d'émettre des mandats de perquisition et d'arrestation pour Morikawa et Jérémy. Après que Morikawa fut arrêté, la maison et l'atelier dans lequel il travaillait furent fouillés. Effectivement, ils trouvèrent toutes les preuves confirmant l'affaire. Ils étaient en train de mener une opération de contrefaçon massive. Les agents gouvernementaux furent choqués par l'ampleur de l'opération. Les outils, machines, peintures, teintures, même les ordinateurs, imprimantes, papiers et matériaux qu'ils avaient, ainsi qu'un grand nombre de jetons de casino de différents casinos, et en diverses dénominations. C'était juste un petit atelier dans un garage de maison, mais il avait tout ce dont ils avaient besoin pour exécuter leur plan fou. Ce qui surprit encore plus les agents était la qualité des jetons contrefaits. L'imitation était incroyablement bonne. Certains de ces jetons étaient presque impossibles à distinguer des originaux. Des répliques parfaites, imaginez juste. 2 ouvriers du bâtiment avaient réussi à mettre toute l'industrie du jeu en danger. Une industrie qui génère des dizaines de milliards de profits annuels. Maintenant, les autorités doivent trouver une solution rapide avant que ce problème ne s'aggrave, parce que si ces 2 hommes ont pu le faire, alors d'autres peuvent le faire aussi. Morikawa et Jérémy furent placés en détention, et 3 jours plus tard, ils comparurent devant un juge. Imaginez ça! Le juge fixa leur caution à 5 millions de $. Une somme insensée.
même les criminels les plus endurcis n'obtiennent pas une caution si élevée. Cela montre juste à quel point l'industrie du jeu est puissante et profondément enracinée dans cette ville, spécifiquement. Les autorités voulaient clairement faire d'eux un exemple. Bien sûr, Morikawa et Jeremy n'avaient pas 5 millions de dollars pour payer la caution. Alors, ils allèrent tous les deux en prison. Et pas n'importe quelle prison. Ils furent placés dans une prison de haute sécurité, traités comme s'ils étaient des criminels dangereux de haut niveau. Imaginez que même dans un endroit rempli des criminels les plus endurcis, le montant massif de la caution qu'ils avaient fixé pour lui en fit une sorte de célébrité parmi les détenus. Certains prisonniers disaient à Morikawa « Waouh, ta caution est de 5 millions. Tu as dû faire quelque chose de vraiment terrible, comme un énorme crime. » Alors, vous pouvez imaginer leur choc quand ils découvrirent que tout ce qu'il avait fait était contrefaire des jetons de casino. Toute cette histoire de caution amena même les autres prisonniers à présenter Morikawa à un autre détenu dont la caution était encore plus élevée. Ils disaient « Tu vois ce gars? Sa caution est encore plus élevée que la tienne. » Et c'est comme ça que Morikawa fit la connaissance de ce détenu. Il était russe et avait des connexions avec des gangs russes dangereux, d'où la caution élevée. Morikawa n'avait pas l'habitude de fréquenter des gens comme ça, mais il se retrouva dans cette situation. Alors il commença à parler et interagir avec le gars russe. Pendant leur conversation, Morikawa lui raconta son histoire, comment ils avaient falsifié les jetons et volé les casinos. Le gangster russe était fasciné. Il aimait vraiment l'idée. Il avait l'impression que Morikawa avait trouvé de l'or. Alors il continua à insister pour avoir plus de détails. Finalement, le gars exprima son intérêt à faire des affaires avec Morikawa après leur sortie. Il pensait que Morikawa était intelligent et malin et suggéra qu'une fois sortis, ils se rencontrent et explorent ensemble des opportunités d'affaires. Morikawa fut un peu surpris par l'offre. Il ne s'était jamais imaginé faire des affaires avec de vrais gangsters. Alors dans ce moment, il donna juste une réponse polie et évasive. « Bien sûr, quand on sortira, on verra quelles opportunités il y a et on se rencontrera. » Quelques jours passèrent et Morikawa et Jeremy étaient toujours en prison. Mais Morikawa réussit à embaucher un avocat solide qui se spécialisait dans la défense de criminels. Cet avocat déposa un appel et réussit à faire réduire la caution de 5 millions de dollars à juste 12 000 dollars. Ce qui aida Morikawa ici était son casier judiciaire vierge. Il n'avait pas d'antécédents. Alors il paya les 12 000 dollars et fut libéré sous caution. Quant à son ami Jeremy, malheureusement, il avait un casier judiciaire et il y avait aussi un mandat d'arrêt en cours contre lui dans un autre État, la Californie. À cause de cela, sa caution ne fut pas réduite et il dut rester en prison. Morikawa était sorti maintenant, mais bien sûr, il attendait toujours son procès, qui pouvait traîner pendant des mois, peut-être même 1 an ou plus. Son nouveau problème? Il avait perdu sa source de revenus. Toutes ses dépenses et celles de sa famille étaient couvertes par l'argent qu'il gagnait avec le système de contrefaçon. Maintenant, en plus de ça, il avait un nouveau fardeau financier, les frais d'avocat. Son avocat n'était pas bon marché. Si Morikawa voulait le garder sur l'affaire, il devait continuer à le payer. Et ses paiements devaient continuer jusqu'à la fin de l'affaire. Alors une fois de plus, Morikawa se retrouva dans une situation financière difficile. Les dettes et les factures commencèrent à s'accumuler. Jour après jour, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Il avait de l'argent liquide caché ici et là, mais il commença à disparaître rapidement. Même après avoir vendu beaucoup de ses affaires, il ne pouvait toujours pas joindre les deux bouts ou trouver une nouvelle source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Les jours et les mois passèrent lentement et nous arrivons en 2006. Avec ses dettes qui s'accumulaient et son sentiment de désespoir qui devenait plus fort, Morikawa sentit qu'il n'avait pas d'autre option que de contacter le gangster russe qu'il avait rencontré en prison, qui avait aussi été libéré pendant ces mois.
Comme demandé, ils se rencontrèrent, s'assirent ensemble et commencèrent à parler affaires et à explorer les opportunités sur lesquelles ils pourraient travailler ensemble. Le Russe demanda à Morikawa de lui apprendre comment faire des jetons contrefaits. Naturellement, Morikawa hésita. Il savait que s'il se faisait prendre à nouveau, ce ne serait pas aussi facile de s'en sortir que la première fois. Son affaire était toujours devant les tribunaux, et il n'était sorti que sous caution. C'était un risque majeur, mais avec la dette écrasante et sa situation financière qui s'aggravait, il n'avait pas d'autre choix. Il avait touché le fond. À la fin, lui et le Russe conclurent un accord. Morikawa enseignerait et formerait le Russe et son équipe sur comment faire les faux jetons, et il gérerait toute l'opération. Fabriquer les jetons, aller au casino, jouer et les encaisser. Son seul travail était de les former. En échange, il obtiendrait 25% des profits. Au moins cette fois, Morikawa n'aurait pas à risquer d'aller dans les casinos lui-même. Alors, Morikawa commença à former les Russes sur comment contrefaire les jetons. Parfois, il les formait dans son garage, dans le même atelier où lui et Jérémy avaient l'habitude de travailler. D'autres fois, il allait chez eux, leur quartier général ou leur maison, et les formait là. Il essayait toujours d'être prudent avec ses mouvements. Même quand il les rencontrait, il prenait des rues secondaires ou des routes plus longues, surveillant toujours ses arrières pour s'assurer que personne ne le suivait. Après les avoir formés pendant un moment et avoir senti qu'ils avaient atteint un niveau décent, le gang commença son opération. Ils commencèrent à produire les jetons de la façon que Morikawa leur avait montré et allèrent au casino pour jouer en utilisant les faux jetons. Après, ils allaient au caissier et les échangeaient contre de l'argent réel. Mais le problème était que les Russes n'étaient pas aussi habiles que Morikawa, même après toute la formation. La qualité des jetons contrefaits n'était tout simplement pas la même. Il leur manquait la même passion pour la perfection que Morikawa avait. Il venait d'un milieu de construction et d'entrepreneur, et il avait une précision dans sa façon de faire les choses. Ces gars étaient juste des gangsters sans expérience pratique ou savoir-faire. Pendant leur passage dans les casinos, un des employés du casino remarqua quelque chose d'étrange à propos de quelques jetons. Quand il plaça les contrefaits à côté des vrais, il vit qu'ils avaient l'air différents. La couleur et les motifs de lignes n'étaient pas tout à fait bons. Ils étaient proches, mais quelque chose clochait. Alors l'employé le rapporta à ses supérieurs. Après inspection plus approfondie, ils confirmèrent que les jetons étaient faux. Les forces de l'ordre furent notifiées et le Gaming Control Board fut amené pour enquêter et traquer quiconque utilisait les jetons contrefaits. Naturellement, la première chose qu'ils firent fut de revoir les images de surveillance. Ils furent capables d'identifier plusieurs membres du gang russe et réalisèrent que c'était une opération plus importante. Clairement, le travail d'un groupe organisé, pas juste une ou deux personnes. À ce moment-là, ils n'étaient pas sûrs si Morikawa était impliqué, mais ils soupçonnaient que seules deux personnes avaient la compétence pour faire des jetons à ce niveau, Morikawa et Jérémy. Et puisque Jérémy était toujours en prison, tous les regards se tournèrent vers Morikawa. Cependant, les images de surveillance montrèrent que Morikawa n'était physiquement présent dans aucun des casinos. En fait, il n'était même pas autorisé à y entrer. Il l'avait mis sur liste noire. Il était clair pour les enquêteurs que cette fois, tout un gang était derrière l'opération. Ils réussirent à identifier plusieurs membres du gang et formèrent des équipes de surveillance pour traquer leurs mouvements. L'objectif était de les suivre jusqu'à la source, pour faire tomber toute l'opération d'un coup, avec le cerveau derrière tout ça. Pendant l'opération de surveillance, les agents suivirent certains membres du gang jusqu'à la maison de Morikawa. Ils les virent entrer dans sa maison parce que, comme nous l'avons mentionné, Morikawa formait parfois les Russes dans son atelier de garage. Il formait toujours activement pour les aider à perfectionner le processus de fabrication des jetons. Il n'avait aucune idée que toute l'affaire avait déjà été exposée.
Bien sûr, quand les agents suivirent les membres du gang jusqu'à la maison de Morikawa, ils réalisèrent immédiatement qui était le cerveau derrière l'opération et comprirent comment le gang était capable de produire les jetons contrefaits. Les agents décidèrent de faire une descente dans la maison de Morikawa et de l'attraper, lui et les membres du gang, en flagrant délit. Et effectivement, à ce moment-là, Morikawa était dans le garage avec eux, entouré de tous les outils, teintures et équipements. Les agents encerclèrent à la maison de tous les côtés pour s'assurer que personne ne puisse s'échapper. Un d'eux s'approcha de la porte et frappa fort, criant « Autorité, ouvrez la porte !» Le cœur de Morikawa se serra. Tout était à la vue. Les jetons, les outils, les teintures, tout posé sur la table. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre où il pourrait les cacher. Il regarda le sol, le plafond, il n'y avait nulle part. Avant qu'il puisse même rassembler ses pensées, les agents prirent d'assaut la maison et tout fut mis à nu. Morikawa leva les mains et se rendit. Morikawa fut arrêté pour la deuxième fois et renvoyé en prison, juste 8 mois après avoir été libéré. À ce moment-là, il croyait vraiment que sa vie était finie. Il était certain qu'il recevrait une lourde sentence qui l'enfermerait pendant des années. Il ne pensait pas qu'il y avait une issue. Et c'est là que son avocat de la défense expérimenté et malin intervint à nouveau, le même connu pour défendre les criminels. Cet avocat était intelligent et savait exactement comment défendre Morikawa d'une façon incroyable. Croyez-le ou non, il réussit à faire sortir Morikawa sans sentence de prison. Cela ne veut pas dire que Morikawa fut trouvé innocent. Non, il plaida effectivement coupable à 6 chefs d'accusation devant le tribunal. Mais la sentence que l'avocat lui obtint était 5 ans de probation et de service communautaire. La probation signifiait qu'il n'irait pas en prison et pourrait vivre librement. Mais pendant ces 5 ans, il devait être extrêmement prudent. S'il enfreignait la loi ou commettait même une infraction mineure, il serait enfermé immédiatement et frappé d'une sentence sévère. Alors, il devait rester dans le droit chemin. Quant au service communautaire, cela signifiait qu'il devait compléter un nombre défini d'heures à faire du travail bénévole, comme nettoyer la ville ou aider les charités dans des tâches similaires. Dans l'ensemble, c'était considéré comme une sentence très favorable, étant donné ce qu'il avait fait. Au moins, il n'irait pas en prison. Ce qui aida à réduire la sentence, en plus de l'habileté de l'avocat, était le fait qu'il ne pouvait pas prouver le montant total de jetons contrefaits qu'il avait fait. Imaginez, les jetons qu'ils furent capables de lui attribuer n'étaient évalués qu'à 36 000 $. Même si Morikawa admit plus tard, après que l'affaire fut terminée, qu'ils avaient en fait dépassé $1 million en jetons contrefaits. Restitution is at 36,000 is what they could only find in the chips. I think we did over $1 million. And they claim that they're probably still in circulation. They can't find them. Imaginez, de tout ce million, il ne furent capables de lui en attribuer que 36 000 $. Et c'est ce qui aida à réduire sa sentence. Une partie du jugement était qu'il devait rendre ces 36 000 $. Pensez-y juste. Sa précision et son habileté en contrefaçon l'ont en fait sauvé même après qu'il se soit fait prendre. La plupart des jetons qu'il contrefit ne furent jamais trouvés. Les casinos avaient déjà commencé à les utiliser aux côtés des originaux, parce que les faux étaient si bien faits. Ils se mélangèrent avec les vrais jetons, au point où il était impossible de les distinguer. Morikawa dit qu'il s'est réformé maintenant, et il n'y a aucune façon qu'il retourne et essaie quelque chose comme ça à nouveau. Il admet que l'argent était bon et facile, mais ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie, ou celle de sa famille, pour ça. Quant à son partenaire Jérémy, il passa quelques années en prison pour des accusations précédentes et sortit finalement. L'histoire de Morikawa fut comme une gifle au visage des casinos et du système de jetons qu'ils utilisent comme monnaie. Après cette affaire, tous les casinos majeurs ajoutèrent une petite puce électronique
appelés RFID, à leurs jetons de casino. Aujourd'hui, chaque jeton dans n'importe quel casino en a une d'intégrée à l'intérieur. Le travail de la puce est d'identifier le jeton, sa valeur, son type, et parfois même traquer sa localisation dans le casino. Maintenant, ils utilisent des scanners ou des lecteurs radio spéciaux pour ces puces. Ces scanners sont placés sur les tables de jeu et au comptoir des caissiers, et ils détectent instantanément les puces intégrées et déterminent leur valeur et quantité. Alors même si quelqu'un, par exemple, prenait un jeton de 1 $, le peignait, le modifiait et le transformait en jeton de 100 $, comme Morikawa avait l'habitude de faire, ces appareils l'exposeraient tout de suite comme ne valant que 1 $. C'est pourquoi contrefaire des jetons est devenu presque impossible de nos jours. Et c'est tout grâce à la star de notre histoire d'aujourd'hui, Morikawa. Et cela nous amène à la fin de notre histoire. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.